Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La Nubie et le pays de Couch, la reine de Saba. C'est dans les entrailles du désert de Nubie que l'on peut lire aujourd'hui, inscrite dans la pierre, l'histoire des pharaons noirs. Durant des millénaires avant notre ère, au pays de Couch, les Nubiens ont guerroyé ou fait du commerce avec les pharaons de la Basse-Égypte. Ce pays possédait les produits dont l'Égypte avait besoin: l'or, l'ivoire, les pierres et les bois précieux. En Basse-Égypte, on craignait les Nubiens. En 1427 avant notre ère, le pharaon Aménophis II eut à combattre vers le nord une coalition d'États syriens, rebellés contre l'autorité égyptienne. Le pharaon écrasa la révolte et, selon la coutume, suspendit par les pieds les 7 chefs rebelles. 6 d'entre eux furent exhibés sur les murs de Thèbes. Le 7e fut porté à Napata, en Nubie, qui était alors la capitale du pays de Couch, et pendu au mur de la ville en guise d'avertissement aux aspirants rebelles des contrées africaines. Terre de mythes et de légendes. Il y a environ 3000 ans, une jeune reine nommée Makeda règne sur le royaume de Saba. Elle est l'enfant unique d'Akhébo le Grand et de Bilki. Ce royaume s'étend à l'est de la mer Rouge, au sud de l'actuel Yémen et à l'ouest, de l'autre côté de la mer Rouge, dans l'actuelle Éthiopie. L'or, l'ivoire, les pierres et les bois précieux et surtout l'encens et la myrrhe y sont en abondance. Makeda, la jeune reine de Saba, est noire comme son peuple et aussi très belle et très riche. Malgré son jeune âge, on vante déjà son intelligence, son sens inné du pouvoir. N'est-elle pas la fille d'Akhébo le Grand? Du fond de son royaume, Makeda entend parler d'un roi nommé Salomon, dont les terres s'étalent autour de Jérusalem. C'est très loin au nord, bien au-delà de la mer Rouge et d'autres déserts. Les caravaniers, les voyageurs n'ont de récit que pour ce roi lointain, si sage, si riche. N'a-t-il pas entrepris la construction d'un temple mobilisant 150 000 ouvriers et 1500 contremaîtres? La réputation de sagesse de Salomon rayonne bien au-delà de son royaume. Il vit entouré de nombreuses épouses et concubines. N'a-t-il pas épousé une sœur du pharaon, s'assurant ainsi la paix avec ce voisin redoutable? Mais Salomon n'est plus tout jeune, et ses dépenses accumulées font gronder le peuple autour de lui. Le roi de Juda sait qu'il lui faut trouver rapidement une solution pour remplir les caisses vides du royaume. Les ouvriers et les architectes qu'il a fait venir de la lointaine Phénicie, où sont les meilleurs spécialistes pour la construction du temple, réclament leur dû qu'il est incapable de leur donner. Lui aussi a entendu parler de la reine de Saba, que l'on dit noire et très belle. Cela l'intrigue. Il la sait aussi très riche, des produits qui manquent en terre d'Israël. Mais que peut-il proposer? Ses conseillers lui suggèrent de négocier le fer, qui abonde chez lui et que les ouvriers savent très bien travailler, ce qui rend les armes du royaume d'une efficacité exceptionnelle. Le temps presse. Salomon écrit à la reine de Saba pour lui proposer de commercer. La reine de Saba connaît ses armes pointées de fer dont elle souhaiterait pourvoir son armée. Elle n'hésite pas, et répond à Salomon qu'elle va lui rendre visite. Le voyage est long, plusieurs mois pour remonter la mer Rouge avec sa flotte. Lorsqu'elle débarque, elle sait qu'il y a encore de grandes étendues de désert avant d'arriver à Jérusalem. Elle se fait précéder de sa caravane de 800 chameaux blancs, de nombreux ânes et mulets, chargés d'or, d'encens et de myrrhe, de pierres précieuses aussi. Rien n'est trop beau pour éblouir ce roi de Jérusalem. Salomon est allé à sa rencontre. Il est curieux de voir cette femme que l'on dit si belle, noire et riche. Mais il sera surpris par son intelligence, sa dignité, son sens du commerce. Il comprend vite que cette femme-là n'ira pas dans sa couche aussi facilement que toutes ses autres conquêtes. Ils jouent tous deux au jeu des énigmes, ces devinettes tout orientales chargées d'intelligence, de subtilité et de connaissance. Cette joute oratoire les fait avancer l'un vers l'autre, lentement, à égalité. Makeda veut connaître la religion de Salomon. Il lui parle d'Abraham, de Moïse, des tables de la loi enfermées dans l'arche d'alliance. Il n'y a qu'un Dieu, unique, et Makeda est séduite par cette nouvelle religion, son originalité. Quand elle repart sur ses terres, Makeda s'est convertie au judaïsme et porte en elle le fruit de ses amours avec le roi. À Saba, elle met au monde leur fils Ménélik. Mais elle ramène aussi, selon l'accord conclu avec Salomon, la nouvelle religion et convertit ses sujets au judaïsme. Makeda avait juré au père de son enfant que, si elle donnait naissance à un fils,
elle l'enverrait étudier à Jérusalem. Devenu adulte, Ménélik va voir Salomon son père. Celui-ci demande au prêtre Zadok de lui donner l'onction avec l'huile sacrée afin qu'il règne en Éthiopie. C'était ce même prêtre Zadok qui, dans sa jeunesse, avait accompagné le roi David. Ménélik emporte l'arche d'alliance et régnera sous le nom de Ménélik Ier. Lorsque son fils repart, Salomon le fait accompagner par les fils de ses prêtres afin d'être certain que la religion d'Abraham demeurerait celle de l'Éthiopie. D'après la tradition locale, l'arche apportée par Ménélik Ier a longtemps séjourné à Yeaksant-Acha, avant d'être définitivement fixée à Aksoum. La légende, dans cette cité, est que l'un des descendants du fils de Salomon en serait le fondateur. Dans une autre fable, on raconte que le grand ancêtre fut Éthiopie, fils de Couche. Les célèbres aïeux ont leur tombeau à l'ouest de la localité, à 2 kilomètres l'un de l'autre et des ruines antiques en signalent l'emplacement. C'est le destin des personnages mythiques de perdurer à travers l'espace et le temps pour l'éternité. Si l'histoire ne parle pas de la reine de Saba, la Bible en fait mention dans le livre des Rois, chapitre 10, sans toutefois la nommer. Le Coran l'évoque sous le nom de Bilki ou Balki selon les traductions. Dans le Nouveau Testament, elle acquiert le statut de prophétesse sous le terme reine du Midi. On l'assimile alors au roi mage. Au temps du christianisme, l'apôtre Paul convertit un eunuque éthiopien à sa religion. L'eunuque était un personnage important, un rabbin respecté du judaïsme orthodoxe. Lorsqu'il revint en Éthiopie, il convertit à son tour le pays au christianisme. Dans la tradition éthiopienne, le rôle de la reine de Saba est fondamental. Elle est la mère de Ménélik Ier, instituant la royauté et son fondement mythico-imaginaire qui engendrera la dynastie des Négus. Chapitre 2. De Napata à Méroé, les pharaons noirs. La capitale se déplace. Napata est peu à peu abandonnée, au profit de Méroé. Au cours des siècles, au pays de Couche, à l'est du Nil entre la 5e et la 6e cataracte, des villes s'étaient développées. Naga, Ouad Ben Naga, Musarawarat et Sofra. Méroé était la cité royale de ces centres très actifs qui faisaient commerce avec la mer Rouge, les savanes africaines et l'Égypte. Toutes sortes d'échanges avaient lieu. Outre l'or, l'ivoire et les bois précieux, il fallait y ajouter les pierres, cornalines, émeraudes, améthystes, topazes, des peaux, des gommes et des ustensiles. C'étaient des centres importants de marché d'animaux, girafes, autruches pour leurs plumes et éléphants ainsi que des animaux domestiques. En 701 avant notre ère, la puissance des pharaons de la Basse-Égypte arrivait à son terme. Le pouvoir fut pris par une dynastie nouvelle, la 25e, dont les rois furent des pharaons éthiopiens. Il s'agit là de la première civilisation connue en Afrique noire. Le Nubien Pianki érigea des stèles commémorant ses victoires sur les forces du Nord, à Menfi et Karnak. Un autre de ces pharaons, Taharka, un homme courageux dont le visage respirait la calme audace, s'avança venant du sud et tint en échec les Assyriens. Sous son règne, il eut le souci de préserver l'esprit de l'ancien empire et fit ériger un kiosque devant le temple d'Amon à Karnak. Espérant restaurer la stabilité en Égypte, son successeur Shabaka établit sa capitale à Menfi. Il adopta la tunique traditionnelle et érigea des monuments respectant le style de l'ancien empire. Comme toujours, les Africains, tout en conservant leur culture propre, intégraient parfaitement l'héritage qu'ils devaient gérer. Puis vinrent les reines noires, aussi appelées Candace. Un peu plus de 300 ans avant notre ère et un peu plus de 300 après, c'est-à-dire pendant 700 ans, elles régnèrent magistralement. Mais qui étaient-elles ? La civilisation nubienne évoluait. Un régime matriarcal très fort s'était instauré, typique de la tradition africaine. C'est la femme qui donne la vie. Cette culture imprégnait le pouvoir royal, car la position de l'homme dépendait de la position de sa mère. Ce matriarcat était la réplique du savoir populaire. C'étaient les femmes qui choisissaient leur futur époux, décidaient du moment opportun pour les semences, elles qui s'occupaient du foyer et du troupeau dont elles restaient propriétaires et qu'elles transmettaient à leurs filles. Aux hommes étaient réservés les travaux pénibles et les constructions des temples. Dans le désert se dresse le Djebel Barkol, la montagne pure. De ses entrailles est sorti le serpent, un cobra femelle. Il est immortalisé dans la pierre sur le flanc de la montagne elle-même, en une aiguille haute de 72 mètres.
Le cobra femelle est l'emblème des reines noires, portant en diadème d'or son effigie, avec le buste et la tête relevés au-dessus du front. Chaque reine noire devait faire un voyage dans le temple creusé sous la montagne pure. Dans le bestiaire symbolisant les dieux, le lion était une allégorie puissante dans le panthéon nubien, à l'époque où ses congénères parcouraient encore très nombreux le désert. Amon est représenté par le bélier. C'est une bête dodue, à la toison bouclée, de style typiquement africain, très différente de son frère égyptien. Les reines noires ont érigé en 700 ans plus de temples, palais et nécropoles que les pharaons durant plusieurs millénaires. Certains de ces temples sont assez bien conservés. Ils cumulent avec grâce le style pharaonique et un art tout africain. Précédant un temple dédié à Amon, une superbe allée de béliers bouclés le protège et conduit à l'intérieur de l'édifice. Là encore au royaume de Couche, on a su préserver la beauté de la civilisation égyptienne, mais en y introduisant une culture typique de Méroé. Si l'alphabet méroïtique est actuellement connu, il n'est pas possible de traduire le sens des nombreux écrits retrouvés, faute de la connaissance d'une autre langue intermédiaire et beaucoup de précisions manquent encore pour une connaissance approfondie de ce prodigieux royaume. Récemment, le nom de l'une des reines noires, Aminator, a pu être déchiffré grâce à une inscription double, en méroïtique et en égyptien. Elle est représentée sur un bas-relief, armée de lances, de flèches et d'une épée. Elle domine une rangée d'hommes qui la supplient, les bras tendus. À ses pieds, une énorme patte de lion symbolise sa puissance. Méroé, situé précisément au carrefour des grandes voies caravanières, bénéficiait grâce à sa position de très nombreuses informations, de l'apport de cultures lointaines et d'innombrables richesses en transit. Mais une vigilance accrue s'imposait pour conserver ce pouvoir. Les Candaces l'avaient bien compris, et entretenaient régulièrement une armée très souple, bien entraînée et très mobile. La Basse-Égypte était dirigée par les Ptolémées, d'origine grecque, depuis l'an 323 avant notre ère et son armée était composée de mercenaires grecs. Aux alentours du dernier siècle avant notre ère, l'hégémonie romaine avait peu à peu gagné tout le pourtour méditerranéen. À Rome, on connaissait l'existence des Candaces. Leur puissance et surtout leur richesse incitèrent les Romains à partir à la conquête de Méroé. Des légions s'enfoncèrent dans le désert. Malgré la volonté de vaincre qui les animait, elles perdirent peu à peu la capacité à résister à la chaleur écrasante et au parcours interminable pour atteindre la 6e cataracte. Les os des soldats romains blanchirent, jalonnant dans le désert les traces de leur défaite. Et suprême victoire, une paix fut signée avec Rome, paix exigée par la Reine Noire. Chapitre 3. En Occident, le Moyen-Âge quelque part vers l'Orient, le prêtre Jehan. L'Occident chrétien se couvre de cathédrales. Le paradis et l'enfer enflamment les imaginations, et les chapiteaux dressés s'ornent d'anges joufflus et de démons terrifiants. La reine de Sabaël est partout présente. Depuis qu'elle a été assimilée au roi mage, vitraux, statues, tableaux la décrivent en abondance. Une bataille latente couve entre d'une part les rois et empereurs et de l'autre le pape, chacun espérant voir triompher la domination de son côté. C'est une lutte permanente entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. En France, Louis VII vient d'épouser Aliénor d'Aquitaine. Elle lui apporte en dot non seulement l'Aquitaine mais encore la Gascogne, le Poitou, la Marche, le Limousin, l'Angoumois, le Périgord et la Saintonge. En 1147, le roi de France vient d'avoir un litige avec le pape au sujet du titulaire de l'archevêché de Bourges. Pour se faire pardonner, il participe à la deuxième croisade, 1147 à 1149, et emmène avec lui sa jeune épouse. Ce fut sa première erreur, car Aliénor, dès son arrivée dans ce magnifique pays ensoleillé, tomba dans les bras du jeune Salah al-Din al-Ayyoubi, plus connu sous le nom de Saladin. Il allait beaucoup faire parler de lui, et traita les prisonniers francs avec un tel honneur qu'il fut considéré dans le monde chrétien comme un modèle des valeurs chevaleresques. Le roi Louis VII dut rentrer de la croisade sans Aliénor, qui s'attarda encore quelque temps en Orient. Lorsqu'elle revint, Louis VII la répudia. Ce fut sa seconde erreur, politique celle-là, car Aliénor repartit avec sa dot et épousa peu après le futur roi d'Angleterre. Manuel Comnène, empereur de Byzance, avait eu lui aussi des problèmes avec la papauté. Il avait entamé des négociations avec Rome, espérant réunir les deux églises,
mais sa tentative de réconciliation avait échoué. En 1167, Louis VII, roi de France, et Emmanuel Comnène, empereur de Byzance, reçoivent tous deux une lettre signée du prêtre Jehan, roi tout-puissant sur tous les rois chrétiens. Le texte décrit les fabuleuses richesses du souverain. La lettre était rédigée en grec, mais des copies en latin et en d'autres langues passaient de main en main. En vérité, on avait déjà entendu parler de cette terre d'abondance et de son mystérieux monarque. Ne racontait-on pas qu'il était le descendant des rois mages, qu'à sa cour 7 rois le servaient, eux-mêmes entourés de 60 ducs, de 360 comtes et de milliers de gentilshommes. 30 archevêques siégeaient à sa droite et 20 évêques à sa gauche. À sa table, taillée dans une seule pierre précieuse, 30 000 convives prenaient place. Ces tuniques étaient tissées par une salamandre et blanchies dans le feu. D'une émeraude unique était son sceptre. Dans le préambule de sa lettre, il avise que « Si les rois de Rome et de France, nos amis, désirent quelque chose que puisse faire pour eux le prêtre Jehan, qu'ils le demandent, leurs souhaits seront satisfaits, et s'ils viennent, recevront château et grande terre. Qu'on le sache, nous sommes prêtres, selon les sacrifices de l'autel, et rois selon justice et droiture. » Cette lettre eut dans toute la chrétienté un retentissement extraordinaire. Toutefois, le patronyme Jehan était une traduction fantaisiste du terme Jan, qui désignait la majesté royale en Abyssinie. Devant cette affabulation, l'historien Francis Auffray s'interroge sur les motivations d'une telle lettre. Vers la même époque, Otto de Freisingen, évêque de Mayence, rapporte dans sa chronique qu'un certain Jehan demeurait au-delà de la Perse et de l'Arménie, à l'extrémité de l'Orient. Roi et prêtre, il était chrétien ainsi que ses sujets, mais nestorien. C'est, semble-t-il, de cette relation que prit naissance le mythe de ce personnage fabuleux, que les gens du Moyen-Âge imagineront successivement en Asie, en Orient puis en Afrique. Il faut chercher l'origine de la lettre du côté de Mayence. Selon Marie-Paul Kerr-Jabinet, la lettre a été fabriquée dans les bureaux de la propagande impériale, en vue de prouver la supériorité du pouvoir temporel des empereurs sur le pouvoir spirituel des papes. Ainsi se trouvait alimenté le grand débat. Vers 1450, en Italie, le peintre Piero della Francesca est chargé d'orner le chœur de l'église Saint-François à Arezzo. Peignant une grande fresque, il présente 2 scènes successives mettant à l'honneur la reine de Saba. Suivant les instructions qui lui ont été données, il doit rappeler la découverte du bois de la Sainte Croix et l'arrivée de Makeda au palais du roi Salomon. L'ensemble est très lumineux, la petite reine vêtue de blanc paraît très juvénile et une grande sérénité imprègne l'ensemble. 1492, la date sonne, mémorable. C'est la prise de Grenade par Isabelle d'Aragon et Ferdinand de Castille. Christophe Colomb part avec ses 3 caravelles à la conquête du Nouveau Monde. Cette même année, il arrivera à Hispaniola puis en Jamaïque. Il faudra peu de temps pour que les populations locales soient décimées, et ce sera le début de la traite des Noirs. Les Portugais, grands voyageurs, avaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.